Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon, et je les adore. Bien sûr, comme beaucoup de parents, je me plains beaucoup du manque de sommeil, des horaires de l'école et de la crèche, de l'impossibilité de jouer à Mario Kart tranquille. Mais au fond, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit la meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans la vie. Vous allez me dire, gna gna gna, tous les parents disent ça, ils sont obligés, mais ils n'en pensent pas un mot. Oui, mais attendez. Cet été, pendant que j'essayais de faire en sorte que mon fils ne mange pas trop de sable sur une plage normande, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les centaines de mails des auditrices et des auditeurs de Chaleur Humaine. Et là, il y a un sujet qui revenait massivement dans les messages. Un sujet presque omniprésent. Est-ce que faire des enfants, c'est mauvais pour la planète ? Et formulé parfois autrement, dans quel monde vivront mes enfants, même ceux que je n'ai pas encore, compte tenu du réchauffement climatique ? D'ailleurs, c'est très souvent des femmes qui posaient ces questions. Et je dois bien reconnaître que pour moi, pendant longtemps, j'ai pas pris ce sujet très au sérieux. Et puis, un soir de mai dernier, à la terrasse d'un restaurant argentin, une discussion sur le sujet a mal tourné avec un de mes amis les plus proches. Mon copain Nico, qui n'a pas d'enfant, m'a expliqué qu'il trouvait égoïste de faire des enfants dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et comme il va devenir. Moi qui suis un garçon calme, qui m'énerve jamais, je me suis fâché, en vociférant que c'était n'importe quoi, avant de me rendre compte qu'au fond, j'avais pas tellement d'arguments et j'avais pas beaucoup travaillé le sujet. Il faut dire qu'en plus, le vin argentin, ça aide pas à la qualité des discussions. Surtout qu'il en avait de bons, des arguments. On va être trop nombreux sur cette planète de toute façon. Et puis ajouter un enfant, c'est ajouter du CO2 en plus. Et surtout, qui peut bien rêver d'avoir un enfant dans un monde pareil, à part des dingues ou des égoïstes ? Par un hasard bizarre, le lendemain matin, je reçois sur mon bureau un livre consacré au sujet qui pose toutes les bonnes questions. Est-ce qu'on va vraiment être trop nombreux par rapport à ce que la planète peut supporter ? Est-ce qu'un enfant qui naît, c'est forcément du CO2 en plus ? Et puis, comment vont vivre nos enfants dans un monde qui se réchauffe ? C'est de tout cela dont j'aimerais vous parler dans ce premier épisode de la saison 2 de Chaleur Humaine. Emmanuel Pont est ingénieur, il a publié en 2022 cet ouvrage très riche qui est justement intitulé « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Il n'est pas démographe, il n'a pas encore d'enfants, mais il s'est passionné pour cette question transversale sur laquelle il a travaillé pendant 3 ans. Ça donne un livre très documenté que j'ai trouvé très intéressant et qui touche de nombreuses questions politiques mais aussi éthiques et intimes. C'est pour ça que je suis ravi de le recevoir. Bonjour Emmanuel Pont. Bonjour Nabil. J'aimerais commencer cette conversation avec les perspectives qui vont nous arriver dans quelques semaines. On sait que bientôt nous serons 8 milliards d'habitants sur cette planète et on sait qu'à l'horizon 2050 nous serons 10 milliards. Est-ce que ça c'est une trajectoire qui est soutenable ? Alors, soutenable pourquoi ? Évidemment, c'est une trajectoire qui peut inquiéter. Quand on regarde l'évolution de la population humaine, elle a à peu près fait x5 en 100 ans. Ça fait beaucoup. On était moins de 2 milliards en 1900. Et quand on la regarde de loin, on a l'impression que ça va crever le plafond et qu'elle ne s'arrêtera jamais. En pratique, ce qui se passe, c'est que la natalité baisse partout dans le monde, les taux de croissance de la population baissent partout dans le monde, et les projections de l'ONU là-dessus, alors qu'ils ne sont pas des boules de cristal, mais qui donnent une bonne idée des tendances, sont régulièrement révisées à la baisse. Donc aujourd'hui, ce qui est estimé par les démographes de l'ONU, c'est que la population humaine va se stabiliser, alors entre 2050 et 2100, et elle va se stabiliser autour de 10 milliards 500 millions d'habitants. Donc elle va encore continuer un peu à augmenter, et principalement d'ailleurs en Afrique, parce que le reste des continents a aujourd'hui une natalité nettement plus faible. On sait bien qu'en Europe, on a cette question de crise de la natalité, où en fait on a un peu moins que les 2,1 enfants par femme qu'il faudrait pour avoir une stabilité. Donc la population est stable ou en légère baisse. Mais donc cette croissance, qui est surtout aujourd'hui en Afrique, va s'arrêter. Dans le livre, vous démontez bien cette idée d'une bombe démographique qui va nous arriver. Ça, c'est des discours qu'on entend beaucoup, même depuis les années 60. Plus récemment, je me souviens de l'ancien président Nicolas Sarkozy qui disait la vraie crise qu'on a devant nous, c'est pas simplement la crise climatique, c'est une crise démographique. Vous dites qu'en fait, cette peur-là, ce fantasme-là d'être trop nombreux sur la planète, c'est infondé. Alors la question est toujours trop nombreux pourquoi ? Donc si on compare justement les pays dans lesquels il y a cette croissance démographique, qui sont globalement des pays pauvres, avec les pays riches, on se rend compte que la pollution, que sur tous ces aspects, notamment climatiques, est très largement dans les pays riches.
Donc si on prend par exemple aujourd'hui les pays à forte natalité, donc ceux qui ont plus de 3 enfants par femme, aujourd'hui c'est 20 de la population mondiale, mais seulement 3 des émissions de CO2, qui n'augmentent pas tant que ça. Donc la question de trop nombreux, pourquoi? C'est une question qui est très théorique. En pratique, notre monde a tellement d'inégalités que c'est pas là que se pose la question aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans la question des inégalités, mais si on regarde les grandes masses, entre 90 et 2014, les émissions ont augmenté de près de 60%, les émissions de gaz à effet de serre, mais seulement de 15% par habitant. Donc si on fait un calcul rapide, on peut se dire, bon, bah, augmentation de la population, ça veut dire augmentation des émissions de CO2. Est-ce que ce calcul, plus de population égale plus de CO2, il est systématiquement juste? Ce calcul, il est arithmétiquement juste, mais il a en fait aucun sens parce qu'on mélange dans un même chiffre, dans une même moyenne, une augmentation de la population dans des pays qui sont pauvres et à faible émission et une augmentation des émissions dans des pays qui sont plus riches et qui par contre ont eu une population plutôt stable ou qui a très peu augmenté. Donc finalement, on met tout ensemble dans cette moyenne des émissions de l'ensemble de la population humaine et en fait cette population humaine, c'est une construction très théorique qui regroupe des situations extrêmement différentes, en particulier sur le plan écologique. Ça, moi, je comprends tout à fait. Mais d'un autre côté, est-ce qu'un habitant ou une habitante d'un pays du Sud, prenons par exemple la République démocratique du Congo, bon, bah, en RDC, aujourd'hui, le niveau de vie est très bas. Demain, s'il s'améliore, ce qu'on peut souhaiter, si la qualité de vie est meilleure, eh bien, les personnes qui vivent là-bas vont aussi avoir une vie qui, du coup, va émettre plus de gaz à effet de serre en se rapprochant de notre mode de vie. Donc, est-ce qu'on risque pas de se retrouver avec peut-être pas tant d'habitants que ça, mais à la fin, plus de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère? Alors c'est possible, il y a 2 réponses à ça. D'une part, aujourd'hui, ce rattrapage des pays pauvres, il est extrêmement lent. Donc, si on prend les échelles de temps qui nous intéressent, par exemple, atteindre la neutralité carbone en 2050, on se rend compte que les pays pauvres seront très très loin d'avoir rattrapé les riches. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour leur forte natalité. C'est-à-dire que si la natalité ne baisse pas assez vite et baisse moins vite que ce qu'on aurait pensé en Afrique, c'est notamment à cause de la lenteur du développement qui est due à plein de raisons. Après, il y a une question qui est, philosophique là derrière. C'est, est-ce qu'un Français aurait le droit à plus d'émissions qu'un Chinois, un Indien, un Africain? Il y a aucune raison et donc à partir du moment où on pense que chaque homme a, droit à un niveau de vie et des émissions associées équivalentes, on ne voit pas pourquoi des gens dans les pays riches qui, globalement, sont les plus pollueurs, devraient vouloir contrôler les émissions des autres. Et au contraire, quand on regarde la responsabilité pour, par exemple, les émissions actuelles, on se rend compte qu'elle est très largement dans les pays riches et extrêmement peu dans les pays pauvres. Ça, c'est important, je trouve, ce que vous dites, parce que c'est un discours qu'on entend beaucoup, que moi, je vois souvent, par exemple, dans les mails que je reçois ou les commentaires, même sur le site du Monde, un certain nombre de gens qui disent, oui, mais le problème, c'est la natalité dans les pays africains. Et donc, en fait, voilà, on voit bien que derrière, il y a une logique vue du Nord qui voudrait s'imposer sur la manière dont les gens font des enfants ailleurs dans le monde. Et même dans certains grands projets sur le changement climatique, je pense à un livre qui s'appelle Drawdown, qui a été très diffusé il y a quelques années, qui essaie de lister les solutions pour faire face au changement climatique. La première solution qui est donnée, c'est celle de avoir un planning familial beaucoup plus fort en Afrique pour limiter le nombre d'enfants par femme. Tout à fait. Alors, si on veut revenir sur ce calcul, on va peut-être en revenir un peu plus tard sur cette question du levier démographique, justement, quels sont les moyens d'action? Le calcul de Drawdown estime sur l'ensemble de la population mondiale ce qui se passerait si le taux de fécondité baissait de un demi-enfant par femme. Alors, un demi-enfant par femme, c'est effectivement l'ordre de grandeur de ce qui pourrait se passer si on avait un gros programme d'éducation ou de planning familial dans un pays à forte natalité. Mais il se trouve que ce 0,5 est appliqué à l'ensemble de l'humanité et en fait à des pays où ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'en France, on a aujourd'hui 1,8, 1,9 enfants par femme. C'est pas avec un programme d'éducation ou de planning familial qu'on réduirait la natalité à 1,3 et d'ailleurs personne ne le souhaite. Au contraire, dans les pays riches, globalement, les enfants ont moins d'enfants que ce qu'ils voudraient avoir. Les parents. Les parents ont moins d'enfants que ce qu'ils voudraient avoir pour des raisons principalement d'ordre socio-économique, manque de stabilité, de perspective, coût de la vie, coût de l'immobilier, etc.
Oui, mais du coup, si on suit ce raisonnement-là, on se dit, bon, ben, un enfant qui naît, en Europe occidentale ou aux États-Unis, il a plus de chances, d'émettre plus qu'un enfant qui naît en Afrique subsaharienne et donc du coup, d'accord, on comprend bien que s'adresser aux pays du Sud en leur disant: «Faites moins d'enfants», c'est une logique, à la fois coloniale et probablement pas très efficace. Mais par contre, nous, notre responsabilité, est-ce que c'est pas aussi de mettre, au monde moins d'enfants, qui sont des petits pollueurs comme nous? C'est déjà plus ouvert à la discussion. Après, il y a, beaucoup de débats sur cette question, notamment, il y a pas d'enfant moyen. C'est-à-dire que si vous avez un enfant et ben, pendant, 20 ans, c'est vous, en tant que parent, qui allez être, responsable de son mode de vie et c'est vous qui allez être responsable, plus largement, de la société dans laquelle il va vivre. Donc on a ce fameux chiffre de, 60 tonnes par an par enfant qui a circulé. Ce chiffre, bon, est gigantesque, hein, c'est 6 fois les émissions, moyennes d'un Français. Donc comment est-ce qu'avoir un enfant, un seul enfant, peut faire 6 fois des émissions? Et ben, on se rend compte en fait que c'est un calcul d'émissions à très long terme, dans le cas où les émissions par personne ne baisseraient pas, et cetera. Donc c'est complètement fantaisiste. D'ailleurs, la principale autrice de cette étude a même dit: «Non, en fait, ça ne pose aucun problème de faire des enfants, c'est pas ce qui est important». Et cette question-là ramène beaucoup aux questions, de consommation. C'est-à-dire, est-ce que quand vous avez un enfant, c'est d'abord un consommateur qui va, consommer des couches, des jouets, et cetera? En fait, c'est pas là que se retrouvent les vraies questions et on retrouve, donc ce dilemme à la fois dans la question individuelle et dans la question plus démographique. C'est-à-dire que, votre enfant, il sera pas uniquement un consommateur, c'est un être humain, c'est un sujet, c'est une fin plutôt qu'un moyen. Et les grandes questions sur, justement ces émissions, ça va être comment est-ce qu'il va vivre? Comment est-ce qu'il va travailler? Comment est-ce qu'il va s'engager politiquement? Quelle va être la société? Comment est-ce qu'elle va évoluer? Et est-ce qu'on va faire ce qu'on sait qu'on doit faire depuis 40 ou 50 ans, mais qu'on ne fait pas? Et donc cette idée de, il suffit d'avoir une personne au moins ou il suffit d'avoir moins de personnes et ça sera plus facile, et ben, c'est vrai, ça sera un peu plus facile et en même temps, ça répond pas à tous les questions qui fâchent. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les pays ne respectent pas leurs engagements? Pourquoi est-ce que aujourd'hui la pollution des riches provoque des conséquences principalement chez les pauvres? Pourquoi est-ce qu'on a une culture consumériste qui nous pousse à consommer toujours plus? Et cetera. Et donc tout ça, qu'on soit plus ou moins finalement, ça reste le même problème. Sur le plus ou moins et vous en parlez d'ailleurs dans le livre, ça fait penser à la série de films, Marvel, donc dans les Avengers, le grand méchant Thanos, il veut réduire, la population de l'univers. Alors là, c'est pas juste le les humains, mais de l'univers de moitié et en un claquement de doigts, il le fait et puis, bon voilà, ensuite les héros font en sorte qu'on revienne en arrière. Mais dans le dernier Spider-Man, on voit qu'il y a une sorte de mouvement sur Terre de gens qui disent: «Ah mais finalement Thanos avait raison». Alors il le pose pas pour des questions écologiques, mais dans le débat public, des fois, on a un peu l'impression de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent: «Ah mais bon, finalement, imaginons qu'on soit 2 fois moins sur terre, imaginons que le covid ou une autre pandémie arrive et réduise la population de moitié. Bon, bah, est-ce que finalement, même si c'est absolument, insupportable d'un point de vue éthique, mais est-ce que d'un point de vue d'efficacité par rapport à notre rapport au changement climatique et ben, est-ce que notre vie ne serait pas plus simple si au lieu d'être, 8-10 milliards, on était, 4 ou 5 milliards. Alors ça sera probablement un peu plus simple, mais encore une fois, ça répondra pas à toutes les questions. Est-ce que si on est 2 fois moins, on va fermer la moitié des puits de pétrole? Ou est-ce qu'au contraire, on va tous pouvoir aller à Ibiza tous les week-ends parce que ça sera moins cher? Est-ce qu'on va utiliser moins d'espace ou est-ce qu'au contraire, on va avoir un monde moins dense et donc moins efficace? On se rend compte, par exemple, que entre les États-Unis et l'Europe, les niveaux de vie sont assez proches, mais l'impact écologique de manière générale est entre 2 et 3 fois plus aux États-Unis qu'en Europe. Et ben, tout ça, ce sont des raisons de densité, de culture, d'histoire, de choix techniques. Et est-ce que, si on était 2 fois moins, on ferait pas plutôt les choix qui sont ceux des États-Unis plutôt que les choix qui sont ceux de l'Europe, qui sont parfois des choix contraints, hein? C'est-à-dire on vit par exemple, quand on vit dans une grande ville, on est un peu tassé, mais c'est très efficace. Et donc ce fait d'être 2 fois moins, et ben, ça serait un peu plus facile. Ça ferait peut-être gagner un peu de temps, mais finalement, ça ne répond à rien des grandes questions.
Ça, c'est un point que je trouve très intéressant, qui est, de toute façon, cette question-là de savoir s'il faut ou ne pas faire des enfants, c'est évidemment d'un point de vue individuel, chacun, chacune est libre, de ses choix. Mais d'un point de vue collectif, la question, elle se pose. C'est-à-dire quand bien même on voudrait dire: «Ah bah, il faut, comme on disait tout à l'heure, réduire de 0,5 enfants par femme au niveau global» ou ce genre de choses. Bon, bah, quel type de politique on mettrait en œuvre et comment on ferait pour que ça fasse réduire vraiment nos émissions? Quel type de politique coercitive? Obligatoire, peut-être autoritaire, il faudrait mettre en place. Bon, ça dessine pas un avenir qui est exactement radieux. Non, bien sûr. On a tendance à avoir des réflexions, là encore, sur la population, humaine dans sa globalité, un peu comme si on était dans un jeu vidéo et qu'on pouvait, tourner des curseurs pour, baisser la natalité et cetera. En pratique, on est à chaque fois rattrapé par la politique et on se rend compte que toutes les politiques démographiques et ben, vont être des politiques, alors selon la manière dont on les applique, mais vont se retrouver très souvent en politique coercitive, qui vont s'appliquer sur les minorités, qui vont s'appliquer sur les femmes, qui vont être des politiques de domination et de contrôle social. Et donc, on peut jamais contraindre ce choix, qui est un choix très intime, très personnel, sans autres conséquences sur la société. Et le genre de gouvernement qui choisit qui a le droit de naître, c'est aussi le genre de gouvernement qui choisit qui a le droit de vivre et c'est pas forcément le gouvernement qu'on veut, ni d'ailleurs le genre de gouvernement qui va particulièrement se préoccuper de l'écologie. Alors, je voudrais revenir avec vous, Emmanuel Pons, sur cette notion de l'empreinte carbone des enfants qui sont pas encore nés. Vous avez évoqué cette étude qui parle de 60 tonnes de carbone par enfant. Donc, pour rappel, en France, on estime qu'un Français émet 9-10 tonnes de carbone par an, même si c'est une moyenne, et que c'est très différent selon les différentes catégories de la population. La plupart d'entre nous ont entendu ce chiffre de 60 tonnes, ou l'ont vu plutôt, dans une infographie de l'agence France Presse qui est parue en 2018 et qui a été très diffusée. Alors, on voit un graphique avec des bâtons qui représentent plusieurs actions qu'on peut mener au niveau individuel et combien de tonnes de CO2 ça économise. Ne plus manger de viande, conduire un véhicule électrique, changer ses ampoules, faire sa lessive à l'eau froide, etc. Et sur ce graphique, la barre la plus grande, de très très loin, qui écrase toutes les autres, c'est renoncer à avoir un enfant. Vous, vous dites qu'en fait, cette infographie, tout comme l'étude dont elle est tirée, ne tiennent pas la route. Pourquoi? Bien sûr, alors je suis pas le seul à contester, hein, même les auteurs de l'étude ont pris beaucoup de recul sur ce chiffre. Alors comment est-ce qu'on arrive donc à ce chiffre gigantesque qui est 6 fois les émissions d'une personne? Eh bien en comptant toutes les émissions futures de toute votre descendance future. Et cela en supposant que les émissions par personne vont rester stables, ce qui évidemment n'est pas le cas, ne serait-ce que parce qu'on a des quantités limitées de combustibles fossiles, ou parce que si on continue à émettre autant, ça va sans doute mal se finir. Et tout ça, donc ça n'a absolument rien à voir avec, par exemple, acheter des ampoules, devenir végétarien, et cetera, ou passer à une voiture électrique. Donc les calculs d'une voiture électrique, par exemple, c'est ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. C'est des ingénieurs qui sont allés mesurer tout au long de la chaîne, qu'est-ce qu'il faut comme matériaux, comment se passe la production, comment après est-ce que la voiture va être maintenue, quelles vont être les consommations, et cetera. Et donc ça, d'une part, ce sont des chiffres qui sont réels, qui ne sont pas des chiffres d'un futur lointain et hypothétique. Et d'autre part, ce sont des choses qui sont à court terme. C'est-à-dire la voiture, elle a été produite il y a quelques années, elle va être utilisée pendant quelques années. Et donc ça, ce sont des choses qui contribuent au réchauffement aujourd'hui. Les émissions hypothétiques de vos arrière petits-enfants hypothétiques, elles ne contribuent pas au réchauffement aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Ce sont des choses complètement différentes en termes de bilan carbone et d'effets physiques. Et évidemment, c'est des choses complètement différentes d'un point de vue philosophique aussi. C'est-à-dire qu'avoir un enfant n'est pas un choix de consommation. On considère encore que le droit de la procréation est un droit fondamental, ce qui ne veut pas dire que c'est un droit absolu, mais c'est quelque chose qui est différent d'acheter une voiture de tel type ou de tel autre. Et considérer les émissions de ces enfants comme des émissions liées directement à la naissance, parce que je le redis encore une fois, il n'y a pas d'enfant moyen. Leur futur à la fois, on a un choix sur leurs émissions et eux-mêmes après vont avoir un choix et une responsabilité. Ça n'a rien à voir avec, les émissions liées à la chaîne de production de votre voiture qui, elles, sont fixes et bien mesurées aujourd'hui.
En vous écoutant, je me dis que même si ce calcul est bancal, il n'en reste pas moins qu'un enfant qui va naître en France ou en Allemagne, il va émettre, malgré lui bien sûr, plus de gaz à effet de serre qu'un enfant qui naît au Pakistan ou dans un pays d'Afrique subsaharienne. C'est vrai. Alors moi j'ai proposé un contre-calcul, on va dire, pour estimer quel serait cet impact et donc dans ce contre-calcul, il y a un certain nombre d'ingrédients. Il faut savoir déjà qu'un enfant, en moyenne, il a moins de consommation qu'un adulte. Tout simplement, parce qu'il, il y a moins de produits, il utilise moins d'espace et cetera. Après, il faut voir que, nos émissions aujourd'hui baissent, les émissions par personne. Alors même si c'est pas assez rapide, ça baisse et ça baisse pour l'ensemble de la société et ça peut baisser encore plus vite pour, les gens qui sont un peu plus engagés, qui font plus d'efforts et cetera. Je pense que tout le monde s'est rendu compte quand il a fait son bilan carbone qu'il y a des choses qui sont faciles, relativement faciles en fonction des situations à abandonner et il y en a d'autres qui sont très complexes. Et donc quand on, prend tous ces, fruits bas, on se rend compte qu'on peut en fait faire assez vite baisser et que finalement, la trajectoire d'émissions peut être nettement meilleure. Donc pour donner des ordres de grandeur, aujourd'hui les émissions par personne en France et dans les pays riches, elles baissent entre 1 et 2 par an, ce qui est pas assez rapide et pour atteindre des objectifs type accord de Paris avec une neutralité carbone en 2050, il faudrait qu'elles baissent d'à peu près 6 par an. C'est ce qui s'est passé l'année du premier confinement du Covid. Donc on mesure quand même que Voilà. c'est des efforts qui sont Ah, conséquents. c'est des efforts conséquents et c'est des efforts qui sont, à la fois individuels et à la fois collectifs. Ça n'a pas de sens de séparer les 2 et une grande partie, en fait, des changements n'ont de sens qu'à l'échelle collective. Ça doit être des réglementations, pour que ça s'applique à tout le monde et pas juste aux quelques personnes qui auraient envie de le faire unilatéralement dans leur coin. Donc finalement, ce que vous dites, c'est intéressant parce que ça revient à dire, bon, en fait, il faut prendre des orientations de politique publique massive sur un certain nombre de sujets pour pouvoir réorienter la question de nos émissions, là, puisqu'on parle du CO2, mais ça concerne aussi toutes les autres dimensions environnementales, l'effondrement de la biodiversité, etc. Et donc, du coup, ça relève d'abord de choix collectifs, et le fait d'avoir un enfant, c'est d'abord un choix individuel, et donc, en fait, c'est deux choses qu'il faut séparer dans la réflexion. On peut pas entièrement les séparer forcément parce que, cet enfant, il va vivre dans un monde, on va lui imposer ce monde et il va être imposé à ce monde et c'est un choix, par contre, l'ordre de grandeur est justement, important parce qu'on pourrait se dire: «Si un enfant, est-ce qu'on peut faire de pire pour, la planète?» Eh bien, peut-être qu'effectivement on pourrait ça pourrait être une base pour le réguler, mais là, du coup, je vais finir sur, mon calcul. Donc si on considère que en tant que famille, on est capable de baisser ses émissions de 6 par an, et bien finalement l'impact de cet enfant, alors pas la somme, mais l'impact par an, ça va être autour d'une tonne par an. Voilà. Donc c'est pas zéro et effectivement, je le redis, une vie humaine n'aura jamais un impact écologique absolument nul, mais ça peut être relativement faible et en baisse pour le futur. Alors, il y a un autre calcul que vous faites sur l'efficacité de mesures autoritaires. Admettons qu'un pouvoir, comme par exemple la Chine l'a fait pendant des années, depuis 79 jusqu'en 2015, le pouvoir impose une politique de l'enfant unique. Est-ce qu'on est capable de savoir ce qu'on y gagnerait en termes de CO2? Alors évidemment, sur le plan éthique, ça pose tout un tas de questions, mais sur le plan purement de l'efficacité, est-ce qu'on baisserait tant que ça les émissions de gaz à effet de serre? Qu'est-ce qui se passe si on impose demain l'enfant unique? Alors j'ai calculé en France, parce que c'est un pays riche, c'est un bon exemple, là-dessus. Alors déjà, il y a une inertie qui est l'inertie démographique, c'est-à-dire qu'il faut pas mal de temps pour réduire la population. En fait, il faut atteindre à peu près 2100 pour diviser la population par 2. Donc on voit déjà que par rapport à 2050, on est loin. Après, quand on calcule en émissions cumulées, eh bien, en fait, étant donné que les émissions auront baissé, quel serait l'effet en 2100 sur le total? Eh ben, pas tant que ça. On est entre, 5 et 10 de réduction des émissions cumulées en fonction de comment est mis en place l'enfant unique. Parce qu'évidemment, le diable est dans les détails. L'enfant unique en Chine, c'était entre 1,5 et 2,5 enfants par femme parce que, il y a eu plein d'exceptions, il y a eu plein de tolérances, il y a eu des gens qui payaient l'impôt quand ils avaient plus d'enfants et cetera. Donc entre 5 et 10 pour une mesure qui est aussi coercitive et qui, disons-le, aujourd'hui, politiquement est inentendable, hein, mais c'est pour, l'exercice de pensée, c'est pas beaucoup. Dans votre livre, vous dites:
En fait, c'est pas éthique de pousser les gens à avoir moins d'enfants si le bénéfice est faible et faire croire que ce serait une action importante, ça s'apparente à de la manipulation. C'est un peu ce que vous venez d'expliquer. Mais pour un certain nombre de gens, c'est pas tant ça le problème. C'est un problème individuel de se dire: «Ah mais je prends une responsabilité très forte pour le futur de mes enfants», celui de dire: «Bah, en fait, ils vont arriver dans un monde qui est en train de se réchauffer, qui sera peut-être plus dur, plus inégalitaire, avec des conditions de vie qui seront moins bonnes que celles que moi j'aurais connues» et donc bon, bah, on voit d'ailleurs dans un certain nombre d'enquêtes d'opinion que c'est un sujet de préoccupation très important pour, les jeunes parents ou, pour celles et ceux qui s'apprêtent à le devenir. Vous-même, vous allez bientôt, devenir parent. Est-ce que c'est aussi une question qui vous saisit et vous vous dites: «Bon, bah, en fait, dans quel monde vivra, ma fille, mon fils?» Évidemment, bah, c'était une des questions que je me suis posées, avant de faire ce choix d'avoir un enfant. Est-ce que on est capable d'avoir une réponse absolue là-dessus? C'est très difficile, hein, on n'a pas de boule de cristal sur le futur. Par contre, on peut quand même dire des choses intéressantes, notamment, des choses qui sont physiquement, on va dire, écrites, qui sont gravées dans le marbre et celles qui le sont pas. Il se trouve qu'en fait, il y a relativement peu de choses qui sont gravées dans le marbre, notamment parce que, contrairement à ce qu'on entend souvent, il y a peu d'inertie climatique. Si l'humanité arrête demain, d'émettre du CO2, le climat va se stabiliser en quelques années, quelques décennies, à peu près au niveau de réchauffement actuel. Et après, la grande question qui se pose, c'est quelles vont être les conséquences et comment l'humanité va répondre, à la crise écologique? Et ça, alors, à la fois, bah, c'est un message forcément, mi-figue mi-raisin. À la fois, c'est profondément une question de nature politique, humaine, de choix de société, de ce qu'on veut comme monde futur. Et à la fois, on est quand même obligé de constater qu'aujourd'hui, on fait pas vraiment ce qu'on devrait. On fait pas zéro, mais on n'est pas du tout à la hauteur du problème. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est ce qu'expliquait bien, la pédopsychiatre, Lélia Benoît dans un épisode précédent de Chaleur humaine où elle disait voilà, une des raisons de l'éco-anxiété, c'est pas simplement qu'il y a le changement climatique, mais c'est aussi l'inaction face au changement climatique qui provoque, de l'inquiétude. Mais c'est vrai que quand on voit un été comme celui qui s'est déroulé en 2022 avec, des incendies, des sécheresses, un épisode de vagues de chaleur, ensuite des événements climatiques extrêmes et cetera. Bon, bah, moi, j'ai 2 enfants qui sont en bas âge. Je me dis effectivement, bon, ben, peut-être qu'un certain nombre de paysages que moi je connais, que je vois aujourd'hui, ils les connaîtront jamais. Peut-être que, une partie de ce à quoi moi j'ai droit aujourd'hui, ils n'y auront pas droit demain, ou ils n'auront pas la possibilité de le faire parce que soit ça sera interdit, soit ce sera plus possible pour des raisons, climatiques. Et je comprends très bien qu'un certain nombre de gens se disent: «Bah, en fait, est-ce que j'ai envie de prendre la responsabilité d'infliger ça à des gens qui sont même pas encore là?» C'est vrai et j'ai pas de réponse absolue là-dessus. Les gens ont des contextes différents, des manières de le voir, des risques différents, personnels et là-dessus, c'est, je trouve un choix personnel. Les morts et toutes les souffrances du réchauffement climatique vont dépendre, bah, de l'ampleur du réchauffement, c'est-à-dire de nos choix de société, de combien, quelle est notre trajectoire de décarbonation et c'est vrai pour tous les sujets écologiques et ils vont après dépendre de la manière dont on y répond. Est-ce qu'on va se serrer les coudes, s'entraider ou est-ce qu'au contraire on va se battre pour des bribes, de ressources, d'endroits et cetera? Et ben, il y a un cas où ça va pas si mal se passer et il y a un cas où ça va très mal se passer et c'est là qu'est, la grande marge de manœuvre et la grande incertitude et là-dessus, nos enfants et nous-mêmes avons encore un certain nombre de cartes en main. Alors, je dois dire que cette question de savoir qui a les cartes en main, qui a la responsabilité, c'est ça finalement la question, ça m'intéresse beaucoup et parfois ça me hérisse un peu l'idée qu'on fait porter sur des enfants qui n'existent pas encore, des émissions de gaz à effet de serre qui elles aussi n'existent pas encore. Dit autrement, c'est sur nous, les adultes, qu'il faut faire porter la question et la responsabilité, y compris d'ailleurs dans la manière dont on élève nos enfants, non? Oui, tout à fait, c'est quelque chose qu'on entend souvent, est-ce que quand on est écolo, il faut avoir des enfants pour avoir des enfants écolos qui peuplent la terre? Alors déjà, il n'y a pas de transmission, automatique des valeurs des parents aux enfants et même d'ailleurs sur ce sujet, ça va souvent dans l'autre sens et après, aujourd'hui, ce sont des adultes et même plutôt des adultes âgés qui ont le pouvoir, qui ont, la responsabilité de la catastrophe écologique actuelle et qui ont la possibilité de changer. Donc compter sur des enfants qui naîtraient aujourd'hui, qui seront adultes dans 20 ans, qui seront peut-être aux commandes dans, 40 ou 50 ans, on est beaucoup trop tard. Aujourd'hui, la question est, que font les gens qui ont le pouvoir maintenant, quels que soient leurs enfants, mais pour justement ces générations futures et cette question des enfants là-dessus, elle est très intéressante. On a cette tragédie des horizons sur les sujets écologiques où aujourd'hui les gagnants sont les gens qui vivent
qui vivent maintenant. Et par contre, les perdants sont beaucoup dans le futur. Et donc se projeter en se disant, «Je fais ça pas que pour moi, mais pour mes enfants, les générations futures» et cetera, c'est une perspective qui est importante. Oui, puis il y a un autre aspect, je pense qu'on a du mal, parfois à prendre en compte, c'est l'effet que les enfants ont sur leurs parents. Enfin, si je prends mon cas personnel, moi, mes enfants, ça m'a obligé à changer plein de choses dans ma vie. Ça m'a obligé à changer de rythme de vie, ça m'a obligé à changer mon rapport au travail et y compris mon rapport au monde et ma perspective sur le futur. C'est-à-dire que si je pense au futur, bah, je pense pas simplement à mon futur à moi ou à un futur, collectif, théorique. Je pense aussi au futur de mes enfants et donc quand je regarde ces horizons-là de 2050, de 2080, je me dis: «Bah oui, en fait, moi, peut-être qu'à un moment donné, je serai plus là, mais mes enfants, eux, ils seront là et peut-être que leurs enfants seront là» et donc du coup, ça nous place aussi dans une perspective qui est différente. Alors, mon copain Nicolas dirait que je suis jugé parti puisqu'effectivement, à partir du moment où on a des enfants, on pense, à leur futur, mais peut-être qu'aussi en pensant à leur futur, ben, on est amené à penser au futur de la planète sur laquelle on vit. Oui, pas mal de gens disent ça. C'est difficile à mesurer parce que à court terme, les gens qui ont des enfants sont plutôt préoccupés par des problèmes logistiques et de temps et autres, qui ont tendance à les déborder. Mais beaucoup de gens estiment que ça a changé leur perspective à long terme et que, à l'inverse, de renoncer aux enfants pour des raisons écologiques, ça aurait été un renoncement sur, leur manière de voir le monde, de voir leur futur, de voir la possibilité de changer. Voilà, donc c'est tout à fait respectable. Là-dessus, les gens ont différentes visions et différentes philosophies. Il y a un sujet qui me trotte dans la tête depuis le début de notre conversation. On est 2 hommes face à face dans ce studio à discuter de cette question-là. Or souvent, l'injonction sur le fait d'avoir, des enfants ou de ne pas avoir des enfants, elle est faite aux femmes, justement par des hommes. Or, ce que montrent toutes les enquêtes sur la question, c'est que c'est les femmes qui sont les plus inquiètes des risques du dérèglement climatique pour elles et pour leurs enfants, mais que c'est aussi, compte tenu de la manière dont ça se passe dans la plupart des couples, les femmes qui gèrent la charge mentale de se dire: «Est-ce que je dois en faire plus pour que mes enfants, émettent moins de gaz à effet de serre? Est-ce qu'il faut faire des petits pots maison? Est-ce qu'il faut passer, aux couches, lavables plutôt qu'aux couches jetables?» Finalement, est-ce que c'est pas profondément inégalitaire aussi cette manière de poser le débat? Alors c'est un sujet qui m'a fait réfléchir parce qu'effectivement, en tant qu'homme, à un moment, j'ai interrogé des gens et je me suis dit: «En fait, c'est très majoritairement des femmes qui, me disent être inquiètes ou qui même s'excusent». J'ai été frappé du nombre de femmes qui disent, «Désolée, j'ai 3 enfants, je sais, c'est pas écolo», et cetera et là encore, on va dire, on est rattrapé par le politique où, bah, les rapports de force, les rapports de domination dans la société s'imposent à cette question et font peser, bah, le poids des choix, donc dans tous les sens, sur les femmes. Et en tant qu'homme, c'est bien important d'en être conscient et de, prendre sa part du fardeau et de ne pas oublier, bah, c'est les réflexions et le fait que si justement on n'y pense pas, si on n'y fait pas attention, eh bien, par défaut, ça va retomber sur des femmes. Vous tenez des propos qui sont assez durs sur les difficultés climatiques auxquelles on est confronté, mais finalement votre analyse, elle est assez peu catastrophiste. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir malgré tout? Ce qui me donne de l'espoir, c'est justement ce champ des possibles et le fait que sur pas mal de choses, en fait, on le touche, ce champ des possibles. Ne serait-ce qu'en tant qu'individu, par exemple, on se rend compte qu'un mode de vie plus sobre et plus écolo, et ben, pour beaucoup de choses, c'est pas tant que ça un sacrifice. Ça peut l'être, ça dépend des circonstances et donc c'est très difficile d'en faire une généralité, mais que beaucoup de choses sont faciles et sont en fait mieux et nous ramènent à, une vie qui peut avoir plus de sens, qui laisse, plus de temps, plus de liberté pour, ce qui est plus important. Alors je vous garde encore un peu avec des questions pour savoir comment vous gérez cette, histoire de transition. Vous avez parlé des gestes que chacun peut faire pour réduire, son empreinte carbone. Est-ce que vous, par exemple, qui avez travaillé sur ces questions-là, quand un ami ou quelqu'un que vous connaissez vient vous voir en vous disant: «Mais en fait, par quoi je commence? Qu'est-ce que je peux faire au niveau individuel?» Qu'est-ce que vous lui conseillez? Alors moi, j'aime bien dire, que justement, il faut commencer par du collectif. Et faire l'individuel, en même temps. Mais en fait, les gens pensent naturellement à l'individuel et ils ont tendance à oublier le collectif. Donc le collectif, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, s'engager dans des associations, ça peut être, écrire un livre qui va toucher, un public, beaucoup plus large. Ça peut être, en parler, autour de soi. Il y a beaucoup de manières de le faire qui sont, très différentes et qui sont complémentaires.
Vous, par exemple, vous avez arrêté de prendre l'avion? Oui, C'est quand la dernière fois que vous avez pris l'avion? il y a 3 ans pour le mariage d'un ami et voilà et je me dis je est-ce que j'arrête entièrement pour toujours? Je sais pas, mais est-ce que j'arrête pour mon loisir? Oui, je l'ai déjà fait dans ma vie, j'ai eu la chance de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai plein d'autres choses à faire. J'ai déjà la chance de pouvoir partir en vacances, ce qui est pas le cas de tout le monde. J'ai plein de choses bien et intéressantes à faire, pas trop loin, qui se font en train et je pense que si, des gens doivent pouvoir, prendre l'avion et bah, autant laisser la place à ceux pour lesquels, c'est le grand voyage de leur vie ou c'est, pour aller voir leur famille qui est loin et cetera. Est-ce que vous mangez encore de la viande? Un peu, j'ai pas mal réduit, on va dire que je divisais par 4. Les gens surestiment en moyenne leur réduction de consommation, mais l'idée est de faire, 1 repas sur 2 entièrement végétarien et quand on mange de la viande, d'en manger à peu près 2 fois moins. Ce qui ne veut pas dire d'en manger zéro, mais c'est relativement simple en fait, de faire ça et c'est déjà beaucoup et c'est quelque chose qui serait largement suffisant à l'échelle globale si tout le monde le faisait pour résoudre beaucoup de problèmes. Est-ce que vous, il y a quelque chose qui vous hérisse particulièrement d'un point de vue climatique, c'est-à-dire, une réflexion, un comportement, un truc vraiment où vous dites: Ça me fait sortir de la fumée par les oreilles»? Ah bah, moi ce qui m'érisse le plus, c'est lié à ce sujet, c'est les gens qui disent: «J'ai pas d'enfant et donc je peux faire ce que je veux parce que, dans tous les cas, je pollue moins que vous qui avez des enfants». Ah oui, l'idée que du coup, le fait de ne pas avoir d'enfant donnerait un permis à Tout à polluer fait plus. et un certain nombre de gens disent ça comme alibi. C'est pas majoritaire, hein, mais parmi les gens qui ont pas d'enfants, beaucoup vont vous dire: «OK, je prends l'avion 10 fois par an, mais je pollue moins que, vous qui avez des enfants», sur la base de ces fameux calculs. Merci beaucoup Emmanuel Pont. Merci Nabil Wakim. Ce qui m'a frappé dans cette conversation avec Emmanuel Pont, c'est qu'on parle de choses très différentes, du collectif et de l'individuel, du politique et de l'intime. Mais je retiens quand même 3 choses. D'un point de vue collectif d'abord, il faut arrêter de fantasmer sur la bombe démographique. C'est pas vrai. L'idée que la planète va être submergée par des petits-enfants du futur, c'est caricatural. Oui, on va être plus nombreux, mais l'objectif c'est surtout d'être moins pollueurs. Et là-dessus, la population, en fait, joue un rôle marginal. Ce qui compte, c'est que les plus émetteurs du monde fassent un effort considérable pour baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Et les plus émetteurs du monde, c'est nous. Et nous, dans le monde occidental, on est à la fois responsable de la plus grande part des émissions des 150 dernières années, mais aussi ceux qui, par habitant, contribuent le plus au réchauffement climatique aujourd'hui. Donc plutôt que de demander des efforts démographiques en Afrique subsaharienne, il faut plutôt, chez nous, des politiques publiques pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible. La deuxième chose, c'est cette question du poids carbone d'un enfant qui n'est pas encore né. Évidemment, tout humain qui arrive sur Terre va avoir un impact environnemental. On ne peut pas le nier. Mais en fait, il est moins important que ce que moi je croyais. Mais surtout, ce que je trouve important, c'est qu'un enfant, c'est pas un objet de consommation. Comparer le fait de ne pas prendre l'avion, de diminuer ses achats de vêtements ou de viande avec le fait d'avoir ou pas avoir un enfant, en fait, c'est un peu lunaire. On peut réguler, interdire, transformer la consommation de biens polluants en votant des lois, en édictant des règles collectives. Mais le droit d'avoir ou ne pas avoir un enfant, c'est une liberté fondamentale. Et ça, je ne crois pas vraiment que ça puisse changer. Tout comme d'ailleurs le droit des femmes à disposer de leur corps. Une donnée qu'on oublie souvent dans ce débat. Le fait qu'elles puissent décider d'avoir ou pas des enfants, de changer d'avis, d'accéder librement à la contraception. Et aussi le droit qu'on arrête de les embêter en leur disant quoi faire et comment le faire avec ou sans enfants. Ça m'amène à mon troisième point. Et je trouve que c'est la question la plus difficile, la plus personnelle, intime, de la responsabilité qu'on prend en ayant des enfants dans un monde qui se réchauffe. Et là, bien évidemment, nos vies, nos trajectoires personnelles, notre rapport au monde sont différents. C'est une question d'appréciation personnelle, tout le monde ne parle pas du même endroit. Oui, le monde qui nous attend et attend nos enfants sera peut-être plus dur. Mais il y a encore une chance qu'on échappe au scénario du pire. C'est ce que j'aime bien dans le raisonnement d'Emmanuel Pont, c'est qu'il rappelle que c'est possible et que cette trajectoire, en fait, elle dépend de nous. Et c'est à nous de la construire avec ou sans nos enfants. J'aimerais ajouter une note plus personnelle. Bien sûr, toutes les familles sont différentes et je ne peux parler que de mon expérience qui ne vaut pour rien d'autre que ce qu'elle est. Je veux simplement dire que dans mon cas, avoir des enfants, ça me rend heureux. Tout comme le fait d'être proche de mes parents et de mes frères et sœurs. Et c'est ça qui me permet de traverser les épreuves de la vie. C'est ça qui me donne envie de vivre sur une planète habitable, de faire face avec mes petits bras au changement climatique. C'est ça qui me permet de ne pas renoncer, qui me donne envie de faire ce podcast et d'en discuter avec vous. Dans mon expérience perso, le fait d'avoir des enfants, c'est ça qui m'a donné envie de bouger. C'est ça qui m'a fait réfléchir. Et ça se mesure pas forcément en tonnes de CO2.
Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous écouter. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Chaleur humaine, c'est un podcast produit grâce au cerveau brillant d'Adèle Ponticelli avec l'aide précieuse d'Esther Michon. Cet épisode a été réalisé, comme tous les autres, par Amandine Robillard, qui a aussi composé la musique originale. Je suis toujours ravi de recevoir vos avis, critiques, suggestions et aussi vos questions sur les enjeux climatiques à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Je lis et je réponds toujours aux messages avec attention. N'hésitez pas non plus, si l'envie vous en prend, à me faire parvenir vos conseils de lecture, vos recettes de cuisine et bien sûr de délicieuses galettes de za'atar à la menthe. Chaleur humaine, c'est aussi une newsletter hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement sur le site du Monde. On dit même en français une infolettre, dans laquelle je vais désormais essayer de répondre à vos questions quand j'en serai capable sur les enjeux qui nous intéressent toutes et tous. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application favorite, vous pouvez même ajouter des étoiles ou des commentaires si cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour continuer à explorer nos options pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque-là. À bientôt!